Une partie des retraités de l'ONATRA vient de toucher à leur pension ce jeudi. Une cérémonie a été organisée quant à ceux et le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui était là présent, a remis un chèque symbolique. Et pour le Kenya, les agriculteurs sont encouragés à produire les biocarburants qui alimentent les appareils volants. Un seul hic, c'est que les coûts de production est élevé et n'encourage pas la demande. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Je suis avec un invité à qui je dis bonsoir, Maître Dieu Merci Lombé. Bonsoir, monsieur le journaliste. Avec vous, pour nos téléspectateurs, nous allons parler de l'incompatibilité ou compatibilité qu'il y a entre être ministre et candidat député national ou provincial. Mais avant de revenir, nous allons commencer d'abord avec l'actualité. C'est une bouffée d'oxygène pour les retraités de l'ONATRA. Après des années d'attente, ils ont enfin touché, du moins une partie d'entre eux, la pension de la retraite. C'est le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a procédé à la remise d'un chèque symbolique à ces retraités de l'Office national de transport ce jeudi. La cérémonie s'est déroulée au sein du bâtiment administratif de cette entreprise publique. André Moumaka et Blaise Kouzola étaient là pour le compte de Géopolis Télévision. C'était aux environs de 12 heures que le cortège présidentiel foulant le boulevard du 30 juin arrivait au lieu de l'événement. Montant le perron où devait se tenir la cérémonie, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a personnellement remis les titres de paiement du décompte final élevés à hauteur de 2 millions de dollars américains, un motif de joie et de satisfaction pour le retraité. Pour le directeur général de cette entreprise publique, Martin Lukusapanou, cette cérémonie constitue une illustration parfaite de l'arrimage sans faille de l'ONATRA à la matérialisation de la vision politique et sociale Le Peuple d'abord. Notons que seulement 1230 agents et cadres retraités de l'ONATRA ont bénéficié de cette offre sur le 3229 retraités. On va rester dans l'administration publique pour avoir respectivement publié le décret des chefs des divisions et chefs des bureaux 23 ans après et avoir promulgué des ordonnances de directeur de l'administration publique qui ont augmenté les salaires des agents. Le syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique et interprofessionnelle, SIRAP en sigle, dit merci au chef de l'État et au Premier ministre. Une délégation de ce syndicat l'a dit de vive voix au directeur de cabinet du chef du gouvernement, Gaspard Ngondankoyi, lors d'une audience à la primature ce jeudi. Suivez. Notre objectif ici à la primature est de remercier les gouvernements de la République 23 ans après les agents des carrières des services publics de l'État. 23 ans après, les agents des carrières des services publics de l'État venaient de recevoir les décrets des chefs de bureau, chefs de division signés par le Premier ministre. Ce qui est d'historique dans ce pays, nous on voyait seulement les décrets des militaires à son temps, des policiers à son temps, mais aujourd'hui, depuis le 28 septembre, que le chef du gouvernement venait de signer. C'est un signe de remerciement que le syndicat SIRAP qui est venu remercier parce que c'était l'une de leurs revendications. Deuxième chose, le Premier ministre a poussé les ordonnances des directeurs de l'administration publique qui aussi depuis des décennies n'ont jamais eu des ordonnances. C'était passé à son cabinet et il a envoyé au chef de l'État. Le 4 août, le chef de l'État a signé les ordonnances pour les directeurs de l'administration publique. Troisième remerciement concerne l'augmentation ou l'ajustement sur les salaires des agents des carrières des services publics de l'État, qui était aussi une revendication pour nous à la primature. Nous sommes venus revendiquer, vu les paniers de la ménagère ne répondaient plus au critérium du marché. Nous avons dit que le gouvernement puisse ajouter 50 000 ou plus. Il venait de le faire.
On va passer à autre chose à présent. Alors, qu'elle était initialement prévue à 6,8%, la croissance économique de la RDC s'établirait à 6,2% en 2023, soit un niveau supérieur à la moyenne de l'Afrique subsaharienne. Voilà ce que renseigne la note de conjoncture hebdomadaire de la Banque centrale du Congo. Cette révision à la baisse des perspectives de croissance s'expliquerait par le recul des cours mondiaux des produits miniers exportés par la RDC. Jojo Moulamba pour les détails. Malgré un contexte international difficile et incertain, l'économie congolaise demeure résiliente sur le plan de la croissance. D'après la Banque centrale du Congo, cette résilience tient principalement du dynamisme des industries extractives en dépit de la chute des prix du cobalt. Pour cette année 2023, la croissance s'établirait à 6,2% alors qu'elle était initialement prévue à 6,8%. Ce chiffre est largement supérieur à la moyenne de l'Afrique subsaharienne. Cependant, la croissance de l'activité économique resterait impulsée par le secteur primaire, bien qu'en faible progression comparativement en 2022, et puis sera suivie de secteurs tertiaires et secondaires. Ainsi, la croissance de la valeur ajoutée du secteur primaire passerait de 15,6% à 7,5% en 2023. Toutefois, il est à noter que le recette de l'État ont atteint en début de ces mois de novembre 20 578 milliards de francs congolais et le dépense de l'ordre de 20 397 milliards de francs congolais alors que les réserves internationales se sont établies à 4,6 milliards de dollars américains au 2 novembre 2023, soit un niveau correspondant à 2,50 mois d'importation de biens et services. Voilà, l'actualité, c'est aussi le processus électoral qui est déjà dans une phase critique et s'approche peu à peu de son point culminant. La campagne électorale, pendant ce temps, il y a ces membres du gouvernement qui sont aussi candidats, mais qui doivent battre campagne pour les élections législatives ou provinciales. Devraient-ils démissionner de leurs fonctions? Que prévoit la loi sur cette matière? Nous avons sur ce plateau un avocat qui va nous éclairer sur la question. Il s'agit de Maître Dieu merci Lombé, à qui je dis rebonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Et puis je vais être un peu direct avec vous. Est-ce qu'il y a une compatibilité en droit congolais entre un ministre, mais aussi qui est candidat pour la députation nationale ou provinciale? Bon, monsieur le journaliste, je pense que cette notion des élections font couler beaucoup d'encre et de salive. Parlant des incompatibilités, l'incompatibilité en droit, c'est une forme d'impossibilité légale. C'est une interdiction que le législateur érige en fait d'empêcher une catégorie de prendre part ou bien d'être représentée dans une autre situation. Parlant des incompatibilités, comme vous le soulevez en ce qui concerne le ministre, la loi électorale congolaise, dans son article 10, érige une liste de personnes, dont une catégorie de personnes qui ne peuvent pas. On les qualifie des inéligibles. Donc des gens qui ne peuvent pas battre campagne ou bien se représenter. Et la liste là, elle est claire. Nulle part figure le nom du ministre. Le ministre fait partie de ce qu'on appelle le gouvernement. Il ne faut pas que les gens fassent des amalgames. Il y a ce que la loi interdit et ce que la Constitution appelle le mandat électif. Vous voyez que dans l'article 97 de la Constitution, il est clairement établi que lorsque, ça c'est en des termes clairs, un ministre, à partir du moment où, après la proclamation des élections par la CENI et la validation à la Cour constitutionnelle, à ce moment-là, il cesse, mordicus, de jouer son rôle, de rendre service, parce qu'il fait partie du membre du gouvernement. Après les élections. Après les élections, mais pour battre, c'est-à-dire être candidat, il n'y a pas une interdiction, il n'y a pas une incompatibilité. Parce que les membres du gouvernement ne sont pas repris dans la liste énumérée dans l'article 10 de la loi électorale de notre pays. Bon, comment cela va se passer pendant la campagne électorale? Est-ce qu'il n'y aura pas certains ministres qui sont candidats députés ou provinciaux ou nationaux ne seront pas tenter un tout petit peu d'abandonner les charges de l'État pour se focaliser un tout petit peu à leur compétition électorale? Oui, votre question est pertinente, monsieur le journaliste. Tenez, le ministre fait partie de ce qu'on appelle le gouvernement. Le gouvernement a comme mission de rendre service à l'intérêt général, donc satisfaire l'intérêt général. Et l'administration fonctionne sur base de principes. L'administration ne fonctionne pas parce qu'il s'agit d'un ministre par rapport à ses intentions, non. Il y a ce qu'on appelle la continuité du service public. Le ministre peut ne pas être là, mais il y a tout un système, il y a un principe.
N'est-ce pas que vous avez entendu dans des pays des anciennes démocraties où il y a des moments où vous ne pouvez pas trouver un gouvernement dans un État. Mais l'administration fonctionne. Le ministre, c'est un individu, parce qu'on assiste aussi à des moments où le ministre n'est pas au pays, mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas là que les services ne peuvent pas continuer. Justement. Il est limité, il doit bien sûr va battre campagne, mais il y a toute une administration qui est sur place. Il n'y a qu'un mois. Oui, il n'y a qu'un mois. Je ne pense pas qu'à cause d'un mois, que toute l'administration sera paralysée parce que le monsieur n'est pas là. Lui, il fonctionne sur base, parce que nous sommes dans un État démocratique. Justement. On suppose que tout ce qui se fait, tout ce qui s'organise est en connivence avec les textes. Donc vous ne pouvez pas dire que parce que vous êtes ministre et vous avez l'administration dans votre poche et que si vous vous déplacez pour battre votre campagne, l'administration est paralysée. Non. Il faut aussi rappeler que ce n'est pas pour la première fois que nous organisons des élections dans notre pays. Justement. Donc nous avons une petite expérience et je ne pense pas que le fait pour un ministre de se déplacer, que l'administration sera en difficulté de fonctionner. Il y a le service de la continuité de l'État. Comme vous avez dit au début de cet échange, que la question soulève beaucoup d'encre et salive. Est-ce qu'on va rester dans les statu quo ou bien on peut imaginer, les législateurs congolais peuvent imaginer un autre système qui fera en sorte que peut-être, là j'appelle justement à votre génie de réflexion, est-ce que c'est possible d'imaginer un autre système? Oui, bon, tant qu'il y a toujours des faits nouveaux, il y a possibilité que les droits soient créés. Ça, c'est le principe. Les législateurs, nous en droit, on dit, lorsqu'il ne dit rien, il se tait. Vous voyez, mais nous ne pouvons pas rester dans les statu quo. Je vous rappelle ici que dans certains pays, dans certaines anciennes démocraties, c'est le gouvernement qui organise les élections. Ah oui. Vous voyez? Et c'est le gouvernement au travers le ministère. Il n'y a pas une commission parallèle. Voilà. Il n'y a pas comme chez nous ici, il y a une commission d'appui à la démocratie, la CENI. Dans certains pays comme la France et ailleurs, c'est le ministère de l'Intérieur qui s'en occupe. Alors, parce que c'est une question d'ordre éthique. Le souhait qu'on ne veut pas que les organisateurs soient juges partis. Parce que quand vous êtes ministre, vous voyez dans notre pays... C'est ça justement le problème. Voilà, c'est ça la plus grande crainte. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous restons sur ce que la loi nous dit. Et si dans les jours prochains, nous allons estimer que non, il y aura possibilité qu'on puisse élargir cette liste en incluant même des ministres, ça sera aussi une bonne chose. Mais pour l'instant, restons dans ce qui est prévu dans le contexte de notre loi électorale. Pour l'instant, restons dans le contexte de ce qui est prévu dans la loi électorale. Nous citons déjà, nous allons vers la fin de cet échange. Bon, concernant les processus électoraux en soi, sur le plan des textes légaux, est-ce que vous, personnellement, il y a une innovation qui vous a intéressé positivement ou négativement? Oui, positivement, oui. Moi, je dois d'abord jeter un coup de chapeau à cette équipe de notre président actuel de la CENI. Il y a plusieurs innovations que nous apprécions et que nous saluons. Mais celle qui m'a beaucoup motivé, c'est le fait qu'on tienne compte de la dimension genre. Okay. Vous voyez, aujourd'hui, à partir de cette innovation, la loi est maintenant légale, on peut dire qu'elle est conforme par rapport au prescrit de l'article 14 de la Constitution qui voudrait qu'on ne puisse pas faire la discrimination par rapport aux femmes. Et aujourd'hui, vous voyez que lorsque un parti, voilà, une plateforme présente peut-être 50%, cette liste-là atteint le seuil de 50%, les femmes ne vont pas payer la caution. C'est déjà une bonne innovation parce que dans les jours prochains, on aura alors des femmes dans des institutions et beaucoup seront élus. Ça, c'est notre souhait. Bon, nous tendons vers la fin. Une dernière question. On sait que les élections sont parmi les moments les plus mouvementés dans une démocratie. La RDC, comme vous avez dit, ce n'est pas la première fois qu'elle organise des élections. Nous sommes au 4e cycle électoral, justement. Qu'est-ce qui peut être fait à votre niveau pour qu'il n'y ait pas des scènes de crise qu'il y a souvent, des crises post-électorales? Bon, brièvement. Brièvement, je voudrais que nous devons comprendre que les élections ne constituent pas seulement les moments où on élise les gens, mais c'est les moments où on confie les destins, la destinée de tout un peuple. Alors pour ça, il faut que les animateurs, les parties prenantes, aient confiance à eux-mêmes et comprennent qu'il s'agit de notre pays. Parce que vous voyez que tout ce que nous connaissons après les élections ont comme origine les animateurs et eux-mêmes. Si quelqu'un commence déjà à dire que non, moi en tout cas, quand on va publier les élections, je vais tenir comme des
Il récuse même l'organe chargé d'organiser les élections. C'est déjà un mauvais départ. D'où ça peut créer des émeutes à la longue. On entretient déjà la contestation avant même la... Voilà, on commence déjà même à réquiser tout. Malheureusement pour nous, par après on s'est dit que non, voilà, c'est la politique. Mais la politique, c'est pas celle-là. Donc, moi, mon souhait est que pour que les élections se tiennent et que ça soit proclamé dans un climat apaisé, il faut qu'on ait confiance d'abord à nous-mêmes, nous animateurs. Savoir qu'il s'agit de notre pays. De toutes les façons, si aujourd'hui vous n'avez pas remporté, même prochainement, c'est un cycle. Et qu'on prépare le militant, les partisans et tout ce qui sont autour de nous, c'est-à-dire ceux qui gèrent le parti et leurs militants. J'ai retenu un mot, il faut avoir confiance à nous. Moi, je ne parle pas de nous, je parle de vous, animateurs, justement des parties prenantes ou des acteurs de ce processus électoral. Voilà, c'est avec ces mots que nous mettons un terme à cet échange. Merci d'être passé ici sur Géopolis Télévision, surtout dans la grande édition du journal. Je ne pense pas que ce sera la dernière fois. Merci, c'est à moi de vous remercier. C'était un honneur. Merci beaucoup. On poursuit avec l'actualité, mesdames et messieurs. Depuis l'après-midi du mercredi 8 novembre 2023, il s'observe une arrivée massive des déplacés fuyant les affrontements entre les rebelles du M23 et les jeunes patriotes Ouazalendo dans plusieurs villages du groupement Bachali, KMB, en territoire de Massissi, au nord Kivu. Nombreux d'habitants qui fuient leur village ne sachant même pas où abriter. Face à cette situation, Léopold Mouisha Boussanga, président de la société civile Asake en groupement Kamuronza, nous explique la situation de ce jeudi. Il est joint au micro, il est joint au téléphone de Francine Moukeba. Signalons que ces gens se déplaçaient. Les uns ont parcouru plus de 30 km, 35 km à pied. Donc ils sont vraiment fatigués. Il y a des enfants et des personnes de troisième âge. Donc tout ce que nous pouvons solliciter est de prendre vraiment en charge de manière urgente de se déplacer là. Ils ont des besoins en vivre. Donc ils ont besoin aussi de kits NFI. Vous savez, la plupart de ces gens passent la nuit à la Belle Étoile, d'autres dans des salles de classe et des églises. Donc un kit NFI pourrait être vraiment d'importance capitale. Au-delà de ça, la prise en charge médicale, donc, qui est vraiment des partenaires pour appuyer les structures, parce que d'ici là, elles seront inondées. Alors s'il n'y a pas de médicaments de surplus, nous allons enregistrer des cas de mort. Donc, vraiment que le gouvernement, à partir au billet du ministère des Affaires sociales, qu'il s'active vraiment pour venir en aide à se déplacer. Ils sont vraiment nombreux. Nous craignons qu'il y ait vraiment débordement et que nous puissions être exposés à des maladies contaminables comme le choléra et d'autres maladies similaires. Dans le même registre, c'est une révolution dans l'armée congolaise. Des étudiants s'inscrivent sur la base du volontariat dans une formation paramilitaire. Ils seront considérés comme des réservistes de l'armée. Le site de formation dans la ville de Kisangani, dans la province de la Chopo, accueille déjà ces volontaires qui seront formés aux disciplines individuelles, au maniement d'armes à feu et à d'autres tactiques de défense. Une initiative diversement commentée à Kinshasa. Géopolis Télévision a tendu son micro aux étudiants de l'IFASIC. Je vous propose de suivre leur réaction. Ils ont répondu aux questions de Didier Ilunga et Giscard Tamba. Notre pays, le Congo, fait souvent l'objet d'agressions, notamment de la part du Rwanda, comme c'est le cas aujourd'hui. Et je pense qu'une telle décision, une telle mesure est salvatrice. Dès l'instant, elle va vraiment protéger la nation contre ces agressions qui viennent de l'extérieur. Comme vous le savez aujourd'hui, l'agression rwandaise a causé plus de 120 000 déplacés internes. Nos compatriotes vivent dans des conditions extrêmement inhumaines. Pour ceux qui veulent entamer les cursus universitaires, je pense que ce n'est pas un crime. Il y a des pays qui l'ont fait avant nous et si nous les faisons, ça sera pour l'intérêt des générations à venir. Ça sera une bonne chose pour la nation congolaise tout entière. On doit continuer comme ça, faire en sorte que cette mesure soit applicable, soit appliquée, soit une réussite pour que dans les années à venir, les Congos ne puissent plus vivre ce qu'elle est en train de vivre aujourd'hui, la République est en train de vivre aujourd'hui.
tous les efforts du gouvernement sont concentrés sur la problématique de l'agression. C'est des millions de dollars qui sont gaspillés comme ça, de l'argent qui aurait servi peut-être à la construction des routes, des infrastructures scolaires peut-être, mais c'est ça qu'on investit dans l'armée pour que la paix revienne dans cette partie-là. Déjà, l'initiative qui a été prise par le ministre de l'ESU de mettre en place les étudiants congolais de commencer à faire des formations militaires avant leur adhésion dans les instituts ainsi que dans les universités, ce n'était pas vraiment une mauvaise décision. Malheureusement, il aurait fallu qu'on puisse au moins mettre les éléments en place pour que cette initiative puisse être très bien accompagnée. En tout cas, pour moi, je suis contre. Parce qu'on se connaît entre nous, les Quinois et les Quinoises. Si seulement ils osent à faire ce genre de choses, on risque de former de nos jours. Parce qu'il y aura d'autres personnes qui n'auront même pas envie d'aller à la fac pour soit devenir étudiant ou étudiante. Mais vu qu'il connaît qu'il y aura des formations militaires, il risque de s'intégrer uniquement pour suivre les formations et puis devenir un clown. Je loue cette initiative puisque ça va dans le sens d'accompagner justement la force d'armée congolaise de notre pays. Et ça permettra à ce que nous ayons des réservistes bien équipés, des étudiants bien sûr, qui n'ont pas seulement la capacité scientifique, mais qui auront désormais la capacité en termes de connaissances d'armée. Puisque aujourd'hui, sous d'autres sièges, ça se fait. Donc on a par exemple en France ou ailleurs, quand vous êtes étudiant, vous devez normalement passer par l'armée. En Égypte également, ça se fait. Et donc aujourd'hui en RDC, puisque cette pratique est possible désormais, nous ne pouvons que louer cette initiative qui va dans le sens d'accompagner notre force armée. Maintenant, on va parler de l'actualité sportive. Mais on va commencer par cette information en bref. Les Cita Club et le Daring Club Motema Pembe peuvent de nouveau jouer devant leur public. C'est ce qui ressort de la réunion tenue ce mercredi 8 novembre par les autorités sportives du pays. Les huis clos imposés après les scènes de violence et vandalisme lors du derby quinois est levé et les matchs de deux géants de la capitale peuvent désormais recevoir du monde. Et puis, le championnat d'Afrique des Nations CHAN en sigle 2024 connaîtrait une nouvelle innovation à la prochaine édition. Selon les sources concordantes, cette compétition qui était disputée par les joueurs évoluant dans leurs différents championnats locaux verra les joueurs qui jouent dans les différents championnats africains rallier leur équipe nationale afin d'affronter les effectifs de leur nation. Plessis Kouzola. Bien que les éliminatoires n'ont pas encore débuté, l'officialisation du Kenya comme pays hôte par la Confédération africaine de football s'est fait toujours attendre. Le championnat d'Afrique des Nations, CHAN, est pourtant annoncé l'an prochain. Nous allons étudier ces points en comité exécutif. Cela doit être une évolution pour le CHAN, confié Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, après la 7e édition au sujet de joueurs devant prendre part à cette compétition. En effet, la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations, prévue en 2024, pourrait être de la réforme au bénéfice des nations participantes à la phase finale. La dite réforme serait qu'un pays qualifié ne pourra plus se contenter de joueurs évoluant sur son territoire à travers des clubs évoluant dans son championnat et peut désormais se permettre d'utiliser aussi ceux qui évoluent de partout sur le continent. Le président de la CAF déclarait que l'essentiel est que les joueurs africains soient mis en avant et participent à la compétition. On peut être un joueur algérien, jouer dans un club en Égypte et représenter son pays au CHAN. Le confrère Sport News Africa a d'ailleurs apporté plus de précisions sur cette annonce, précisant que la décision a été actée au niveau de la CAF, bien que non officialisée jusque-là par l'instance continentale. Plusieurs flous persistent quant à la 8e édition, notamment la date du début des éliminatoires, les dates de la phase finale, le nom du pays hôte et encore la décision de cette réforme qui s'est revue comme innovation. En outre, cette innovation pourra faire du bien aux différentes nations qui seront qualifiées pour la phase finale, car celles-ci auront l'occasion d'étoffer leurs effectifs. La République démocratique du Congo sera parmi les grands bénéficiaires de cette réforme, vu qu'elle a un important contingent de joueurs éparpillés sur le continent. Mesdames et messieurs, vous informer, c'est aussi au-delà de nos frontières, mais ce sera avec la page internationale.
page internationale nous emmène au Kenya où l'entreprise énergétique Eni incite les agriculteurs à cultiver des graines pour la production des biocarburants. Le biocarburant est ensuite utilisé pour alimenter les avions, mais son coût élevé n'encourage pas la demande. Bléchit Kouzola. Au Kenya, l'entreprise énergétique Eni incite les agriculteurs à cultiver des graines pour la production de biocarburants. Le biocarburant est ensuite utilisé pour alimenter les avions, mais son coût élevé n'encourage pas la demande. À 115 km au nord de Nairobi, la récolte de maïs de Beth Wanjiru n'a pas été... À 115 km de Nairobi, la récolte de maïs de Beth Wanjiru n'a pas été très fructueuse ces derniers temps. La popularité soudaine de culture de raisin est tout sauf le fruit du hasard. Derrière l'initiative se cache en réalité la multinationale Eni. La firme spécialisée dans l'énergie offre en effet des services d'élabourage et des semences aux agriculteurs, qui acheminent ensuite la production à des entreprises telles que Makueni Guineri Ltd. Le croton est généralement planté comme brise-vent ou comme clôture et il pousse dans les zones arides. Eni transforme ensuite les graines en huile végétale non comestible dans son usine kenyane avant de l'expédier à Gela en Italie. Depuis sa création en 2022, l'usine a produit 15 000 tonnes d'huile végétale. Le noix et les graines de croton peuvent également être transformées en huile pour le biocarburant. Selon Amos Ouemania, conseiller principal en énergie renouvelable et transition chez Power Shift Africa, le biocarburant par exemple pourrait être un bon substitut aux combustibles fossiles lourds utilisés dans ces industries pour nous aider à réduire les émissions et à atteindre l'objectif de Paris de limiter l'augmentation de la température mondiale à moins de 1,5 degré, mais cela aura un coût. Par ailleurs, la loi est formelle, la production de biocarburants ne doit pas entraver la production des denrées alimentaires. Pour contribuer à l'atteinte de leurs objectifs, les femmes leaders du continent africain se sont réunies à Marrakech au Maroc en marge de l'Africa Investment Forum pour mener des réflexions en vue d'encourager les investisseurs et les acteurs financiers à faciliter l'accès des femmes au crédit. La Banque africaine de développement a inscrit au cœur de ses interventions la nécessité d'avoir des femmes plus dynamiques, plus résilientes et plus autonomes. Suivez. De 2010 à 2017, les opérations de la Banque africaine de développement ont eu un impact positif sur la vie de millions de femmes africaines. 83 millions d'entre elles ont bénéficié de moyens de transport améliorés, 49 millions disposent désormais d'eau potable et d'assainissement. Si l'Afrique est une terre d'opportunités entrepreneuriales et si de nombreuses réussites sont à mettre au crédit des femmes africaines, celles-ci font encore face à de nombreux obstacles, notamment en matière d'accès au financement de leurs projets, avec pour conséquence un déficit estimé à 42 milliards de dollars sur l'ensemble des chaînes de valeur. Toute chose que les femmes leaders veulent renverser. En marge du Forum de l'investissement pour l'Afrique 2023 à Marrakech, elles initient des actions de réseautage et de partage d'expériences pour in fine inciter les investisseurs à octroyer plus de financement aux femmes. Il faut comprendre que les femmes représentent 40% des activités économiques en Afrique en termes de gestion de leur propre entreprise. Elles ont donc déjà une base solide. Ce dont elles ont vraiment besoin, c'est d'un soutien pour passer à l'échelle supérieure afin que leurs entreprises puissent être soutenues pour se développer et en réalité, le point central de cette discussion est la manière dont nous utilisons le réseautage et des opportunités existantes telles que le Forum d'investissement pour l'Afrique afin d'aider réellement les femmes à passer à l'étape supérieure et à tirer parti des opportunités qui se présentent. Le continent africain affiche le pourcentage le plus élevé de femmes entrepreneurs au monde, avec un taux d'entrepreneuriat qui atteint les 25,9% de la population féminine adulte selon la BAD. Pour capitaliser ce vecteur de croissance indéniable, la BAD a débloqué 1 milliard de dollars de financement à destination des entreprises détenues ou dirigées par les femmes dans le cadre du programme AFAWA, Affirmative Finance Actions for Women in Africa. À terme, le programme prévoit augmenter de 4 milliards de dollars d'ici 2026 pour rendre plus autonomes les femmes en comblant le déficit de financement qui affecte les femmes en Afrique. J'espère que lorsque nous aurons utilisé ces 5 milliards de dollars, il y en aura d'autres qui attendront pour d'autres femmes. Le déficit de financement pour les femmes entrepreneurs africaines se chiffre en milliards et en milliards de dollars chaque année. Nous ne faisons donc qu'effleurer la surface et nous espérons continuer à innover, à trouver d'autres idées et à mobiliser plus d'argent pour les femmes entrepreneurs africaines.
Selon le programme du Women in Africa Philanthropy 2020, les femmes sont la colonne vertébrale de l'économie africaine, l'entrepreneuriat féminin contribuant selon les estimations de l'ordre de 7 à 9% du PIB du continent, soit de 150 à 200 milliards de dollars. Voilà, c'est en ce terme que nous mettons fin à ce journal, la grande édition des Géopolise Télévision. Mesdames et messieurs, mais avant de nous quitter, je vous rappelle les différents titres. Une bonne partie des retraités de l'ONATRA vient de toucher alors sa pension ce jeudi. Une cérémonie a été organisée quant à ce et le chef de l'État Félix Tshisekedi qui était là présent a remis un chèque symbolique. Au Kenya, les agriculteurs sont encouragés à produire des biocarburants qui alimentent les appareils volants. Un seul hic, c'est que la production de ce bien est à un coût élevé et n'encourage pas la demande. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme des Géopolise Télévision.